Bien, donc on va commencer. Merci à la librairie Gallimard de nous accueillir pour cette nouvelle collection. Merci à Gisèle Chaboudez d'être là pour présenter ce premier ouvrage de la collection Figures de la psychanalyse. Merci à Marie-Christine Lesnick et à Paul-Laurent Assoun d'avoir bien voulu discuter cet ouvrage. Alors moi, je vais me contenter de dire quelques mots sur cette nouvelle collection. Alors, le mot collection, moi, c'est peut-être mon passé médical, mais ça peut prêter à des jeux de mots douteux. J'espère qu'il n'en sera rien concernant celle-là. En tout cas, c'est un nouveau champ de travail pour les psychanalystes et au-delà que nous souhaitons proposer. Cette collection s'inscrit, puisqu'elle emporte le nom Figures de la psychanalyse, elle s'inscrit dans le prolongement de la revue, qui est une revue qui aujourd'hui est une revue de grande qualité, reconnue, qui a beaucoup de succès grâce au travail ces dernières années de quelques-uns, et en particulier de l'auteur ou l'autrice de cet ouvrage, du premier ouvrage, Gisèle Chaboudez. Car, par exemple, c'est une revue qui maintenant est indexée. Wow. Eh oui, voilà, ce qui n'est pas fréquent pour les revues de psychanalyse. Cette revue, au fond, cette collection porte le nom de la revue parce qu'on voudrait y maintenir un style qui est celui précisément de la revue, c'est-à-dire à la fois c'est l'esprit d'espace analytique, puisque la collection comme la revue sont articulées à cette association, tel qu'au fond Maud Manoni l'avait fondée, c'est-à-dire les Manoni qui ne voulaient pas d'élèves. Je rappelle que ça c'était leur position. Mais ce ne sera pas la collection d'espace analytique en tant que telle, parce que dans l'espace analytique, il y a d'autres collections de grande qualité qui sont dirigées par des collègues, des membres d'espace. Mais même si, comme la revue, c'est une publication qui sera articulée à l'association, et qui accueillera des auteurs de tous horizons. C'est une publication qui lui est articulée. En effet, le succès de la revue, et ce sera le cas de la collection, est dû aussi à une certaine indépendance par rapport à l'association, une certaine autonomie qui a permis de ne pas être le réceptacle automatique des productions et du travail de l'association. La collection accueillera donc, comme je l'ai déjà dit, des auteurs de tous horizons, pourvu que le comité de lecture qui reste à constituer le retienne, ainsi qu'ensuite l'éditeur. L'enjeu est le même, les questions cruciales de la psychanalyse aujourd'hui, maintenant. Alors, abordées d'une part par des voies variées, bien sûr, c'est le champ freudien, mais les références ne seront pas automatiquement, pour les auteurs que nous publierons, une référence à Lacan. D'autres références sont tout à fait bienvenues, Winnicott, Klein, Bion, etc., pourvu que le débat et les questions qui y sont traitées le méritent. Une publication des travaux de psychanalyse qui soutiennent d'un champ théorique ou d'un autre pour une réinvention inévitable pour chaque psychanalyste. Lacan a pu dire que la psychanalyse était intransmissible comme telle, mais cette réinvention n'est pas une invention. Ça suppose que quand même quelque chose se soit transmis. Faut remarquer d'ailleurs qu'on retrouve que le terme de transmission, de transmissible en allemand, c'est le même que transfert. Übertragung. Oui, exactement. Übertragung, übertragbar, c'est transmissible. On y trouve la même ambivalence ou la même ambiguïté du transfert, moteur et obstacle. C'est aussi le virement financier. Et le virement, oui, absolument. Ça peut être la retransmission de radio, etc., etc. La psychanalyse doit, et on espère que la collection sera le lieu, c'est déjà le cas avec ce remarquable ouvrage, celui de Gisèle Chaboudez, elle doit se reformuler à chaque époque. Cette réinvention est nécessaire à la fois pour s'extraire des discours courants qui la traverse, et dans laquelle elle reste toujours un peu prise, inévitablement. On le voit aujourd'hui, les débats aigus qui traversent tout le champ analytique, comme le champ social. C'est aussi le travail de la cure, le travail de toute cure. La théorie analytique n'est jamais pure. C'est également nécessaire, cette réinvention, parce que, en diffusant dans la culture,
la théorie analytique et le travail des psychanalystes la remanie, mais produit aussi de nombreuses résistances. D'où toutes ces questions cruciales dont vont parler successivement Marie-Christine, Paul Laurent et puis Gisèle. Oui, alors vous avez remarqué que nous sommes dans des conditions très particulières, puisque oui, très peu de gens ont pu venir. En fait, il y avait même un petit peu plus de place, mais les personnes, je pense, ont eu peur de ne pas en avoir. Fort heureusement, vous avez la possibilité d'y participer quand on entend, quand ça marche. Je pense que maintenant on entend, je l'espère, et on aura la possibilité, on vous l'a dit, de mettre l'enregistrement sur notre site et aussi sur le site de la librairie d'ailleurs, si elle le souhaite. Je me réjouis pour ma part de faire cet échange de travail néanmoins, malgré les conditions qui sont particulières et qui nécessiteront que notre temps d'échange soit écourté et que par conséquent nous n'aurons pas la possibilité de faire des allers-retours de questions. On en est désolé. Assieds-toi, on ne voit pas le zoom. On en est désolé. Mais évidemment, c'était à cette condition qu'on pouvait se réunir. Donc, on est quand même heureux de se réunir. Moi, je me réjouis particulièrement des personnes qui ont accepté de venir discuter ce livre. Marie-Christine Laznik, qui a écrit il y a déjà de nombreuses années le siècle dernier, l'impensable désir, précisément sur certains aspects des rencontres féminines que l'on décrivait à peine à l'époque et qu'on commence à décrire beaucoup plus. Paul Laurent Assoun a beaucoup travaillé sur la question de la femme, notamment avec Freud, mais il a aussi, et il est un des rares psychanalystes à s'être intéressé à David Herbert Lawrence, et auquel je consacre, vous le savez, dans ce livre, un chapitre entier. Voilà, donc à vous, Marie-Christine. Alors, Féminité singulière, chère Gisèle, est un livre qui fera école, car il reprend de la façon la plus rigoureuse toute la partie du haut de la formule de sexuation de Lacan, mais de façon rigoureuse, presque mathématique, en tout cas logique. Et qu'est-ce que c'est pour une femme de décider de se mettre de ce côté-ci de la formule? Vous rappelez très bien que Lacan est pionnier avec les théories du genre, à dire qu'on peut se poser d'un côté ou de l'autre. Nous parlons aujourd'hui aussi des femmes qui veulent bien se poser du côté féminin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être du côté de d'abord accepter que notre jouissance, elle n'est pas toute phallique. C'est tout l'intérêt de votre livre de montrer que ça devient chaque fois plus difficile dans ce siècle, et que pour nous, il n'y a pas une, au moins qui échapperait, qui ne serait pas marquée de la castration, ou même un, on n'y croit pas trop, qui ne serait pas marqué de la castration et qui, lui, aurait la jouissance, toutes les jouissances lui seraient permises. Vous prenez ça sous toutes les coutures de façon magistrale. Donc vous nous rappelez que nous ne faisons pas catégorie et que c'est pour ça qu'on est là barré. Femme, c'est pas méchant ça, c'est pas une honte comme certaines féministes nous le reprochent. Il faudrait qu'on fasse catégorie. Et alors là, vous rappelez aussi que cette jouissance supplémentaire, attention, dites-vous, elle n'est pas complémentaire. Parce que sinon, ça ferait un beau tout et crac, on retombe du côté du phallique. Alors, comment cette jouissance supplémentaire, proprement féminine, comment l'entendre? Vous revenez très souvent, et à juste titre dans votre livre, sur la différence pour les femmes dans ce siècle. Et j'ai compris que les femmes dans ce siècle, c'est pas moi, horreur, je suis du siècle dernier. En lisant votre livre, et d'ailleurs mon propre travail sur la féminité, je me disais, mais c'est du siècle dernier. Et que vous essayez, vous osiez, comment penser les choses pour ce siècle. Vous rappelez bien sûr que jamais autant de femmes, en tout cas celles du premier monde, parce que peut-être c'est toujours pas comme ça dans certains pays, mais autant de femmes n'ont pu accéder par leur métier, leur possibilité d'identification financière, sur des fonctions phalliques et des jouissances phalliques qui étaient impensables avant.
vous rappeler qu'elles peuvent dire et qu'elles ont des propos et un discours dans beaucoup de champs scientifiques, ça c'est moi qui rajoute, financiers, politiques. Et je crois que c'est ça que vous nous dites. Hein. Souvent, quand vous parlez du XXe siècle, celui qui nous a vu grandir et devenir femme, nous, les vieilles, hein, les plus âgées, disons. Hein. Vous utilisez cette expression de siècle dernier en faisant remarquer que c'est à partir des années 70 que les choses basculent, hein, et qu'on aurait à repenser tout le programme. Alors, vous demandez qu'est-ce qu'on peut déjà tirer, nous, de ces formules que Lacan nous donne à peu près à ce moment-là. Il est très en avance, hein, les formules de la sexuation. Alors, je dois dire que moi-même, je n'ai pas souhaité rééditer mon livre que j'avais fait dans ta collection, Alain, parce que je savais qu'il fallait que je le réécrive. Et prise dans mes histoires avec les bébés, je ne me voyais pas de le faire, et il faut le faire, il faut repenser les choses. Et je vous remercie donc de vous y lancer. Alors, avec une rigueur d'écriture que je dirais est digne de celle de Lacan. Et je vais vous dire pourquoi je vous dis qu'elle a la rigueur de Lacan. Parce qu'on ne vous lit pas, on vous étudie. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut vraiment saisir ce que vous dites, on a tout intérêt à lire vos bibliographies. C'est-à-dire aller chercher ce que vous nous proposez, comme on fait quand on lit Lacan. Et là, on trouve pleinement, je pense, la rigueur de votre pensée et de vos avancées. Alors, grâce à vous, je dois dire que j'ai lu les 2 derniers, au moins j'ai pas lu tout, hein, j'ai lu les 2 derniers degrés de l'extase mystique de la grande Thérèse. Je vous dis la grande parce qu'il y a aussi la petite, Lisieux. Et j'ai écrit, il y a, alors là, le siècle dernier, il y a longtemps, j'avais écrit sur l'écriture et la jouissance de la petite Thérèse pour comprendre ce que Lacan nous disait sur la mystique. Alors, je n'avais pas pris la grande parce que des gens bien placés dans le monde de la théologie m'ont prétendu, mais en vous lisant, je me suis demandé s'ils avaient raison, que ça avait été quand même très caviardé, son texte. Ah bon? Qu'il avait été assagi. Alors, étant donné ce qu'il en reste, j'imagine ce que c'était, par les pères de l'Église. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont vous la remettez dans un contexte extraordinaire où vous nous enseignez non seulement quel instrument pour la contre-réforme elle a été, comment cet élan mystique a pu porter une lutte contre la réforme protestante, mais surtout, vous nous l'enseignez, ça je ne savais pas du tout, comme femme de poigne, comme femme phallique, comme manager, hein, comme directrice d'institution, comme fondatrice d'œuvres et d'ordre. Hein, et vous montrez comment cette femme qui est dans cette jouissance de l'extase mystique, par ailleurs, connaît aussi la jouissance phallique. Je vous remercie de cette précision. Quand j'ai travaillé sur la petite Thérèse, je n'avais pas du tout pensé à ça. Hein. Donc cette possibilité pour une femme, et ça c'est notre monde, de s'expérimenter dans des champs de jouissance diverses, et peut-être ce qui lui permet peut-être ce supplément dont nous parlons. Et puis vous rappelez autre chose, c'est bien sûr, c'est quand même drôle que Lacan va nous chercher comme exemple pour cette jouissance, une qui est hors du champ sexuel. C'est quand même drôle que c'est ça qui nous amène. Alors, et nous, qui n'avons pas abdiqué de la jouissance sexuelle, sommes-nous irrémédiablement portés à être réduites à la jouissance phallique? Surtout dans ce monde actuel, ça semble aller très fort de ce côté-là. Et vous montrez à quel point cela est fréquent dans les femmes de ce siècle. C'est ce qu'on entend avec... Elles vont se faire des mecs. Hein. C'est pas dans mon texte, mais c'est dans ce qu'on entend avec les jeunes femmes. Je vous remercie de m'avoir porté pour vous lire, à lire enfin les 2 versions de la Carmel. Vraiment merci. Vous montrez avec brio comment celle de Bizet, en tout cas, est entièrement du côté de la jouissance phallique. Elle est, peut-être même, je me demande, du côté homme de la formule de sexuation. Hein.
c'est qu'elle vise ce qu'elle désire chez un homme. C'est un objet qui vraiment fait fonctionner son désir. Je me suis demandé si c'était l'uniforme, l'uniforme du soldat, du pauvre torero. Et en tout cas, quand ce pauvre José perd tout pour la sauver, son honneur, son uniforme, sa carrière, la possibilité de vivre comme autre chose qu'un bandit, tout il lui sacrifie. Malgré ça, alors là je rajoute, vous me direz si vous êtes d'accord, elle est prise dans une dialectique du maître et de l'esclave, où elle préfère la mort que perdre la liberté. Elle sait dans le texte de Bizet qu'il va la tuer, vous le rappelez, et elle préfère mourir que ne pas choisir l'objet de sa jouissance sexuelle. Plutôt la mort que la soumission. Donc, là aussi, j'ai l'impression que ça la met beaucoup du côté masculin de la formule. Vous rappelez aussi combien ses partenaires sont interchangeables, et d'ailleurs, vous citez notre ami Norbert Bon, qui a fait tout un travail sur la première sortie musicale, où elle dit qu'il y en a un qui est parti, et que là, elle va en prendre un autre. Ce qui, avec les clubs de rencontres, se passe énormément de nos jours. Voilà. Mais elle préfère sa liberté au prix de la mort, et lui n'a de choix que de la tuer, et ensuite aller se faire pendre. Vous soulignez, Sœur Gisèle, qui aurait en tout cas chez la Carmen de Mérimée une division entre amour et désir, sur le modèle de ce que Freud avait remarqué dans son article sur le ravalement de la vie amoureuse, où l'homme de son temps, en tout cas, aimait son épouse, mère de ses enfants, mais désirait ailleurs. Et vous faites remarquer que sur ce point aussi, Carmen se situe du côté masculin, car dans Mérimée, elle aime son borgne de mari, donc vous rappelez, marqué par la castration. Enfin, la castration arrive quelque part, et désire un de ses amants, interchangeable. J'ai lu en effet qu'elle le sauvait, ce mari, de la prison, se donnant beaucoup de mal. Mais je vous avoue que j'ai loupé cet amour, et malheureusement, j'espère que vous me direz, ne serait-ce qu'en mail, comment le voir, cet amour. J'ai eu une difficulté là. C'est rare, parce qu'en général, je vous ai suivi pas à pas. En tout cas, pour aller dans votre sens, je rajouterais qu'elle n'a pas, et peut-être ça vous plaira, qu'elle n'a pas cure d'être le phallus. Parce que quand son amant anglais, dans Mérimée, lui offre une vie à Gibraltar où elle est couverte de tissus précieux, elle apparaît mais vraiment comme une madone, elle est merveilleuse, elle est le phallus, soit elle l'intéresse pas du tout, elle le fera sacrifier. Ce n'est pas ça son but, c'est pas d'être. Elle veut l'avoir. Alors, vous faites aussi un tour du côté de Médée, vous faites beaucoup de tours, mais en peu de temps, j'ai choisi de vous parler que de ces trois-là. En nous montrant par le sacrifice de ses propres enfants à quel point ce n'est pas d'avoir, en tant que mère, ses enfants, qu'elle peut trouver apaisement à sa souffrance, d'avoir été délaissée par son mari pour une autre, qui plus est la fille du roi, qui lui permet donc à ce monsieur une ascension phallique qu'elle ne peut pas lui permettre. Elle dit à un moment donné que rester avec elle aurait été ne pas devenir brillant et phallique. Même s'il est difficile de s'identifier à une parricide, une partie de sa souffrance me semble compréhensible pour une femme. Et il ne me semble pas que sa souffrance ne soit que celle de ne plus porter aucun atout qui puisse être visé par son partenaire comme objet petit a de son désir à lui. Vous vous rappelez que Lacan nous avait expliqué que quand nous tombions dans le désespoir parce que l'homme qui était notre objet d'amour et de désir, en général nous on arrive en plus à mettre les mêmes ensemble, nous abandonnait, le fait d'être objet a fait que nous chutions comme déchets. Mais Médée nous enseigne, à mon avis, quelque chose d'autre, de pourquoi nous ne sommes pas toutes des criminels, et pourquoi même, après un temps de souffrance, nous arrivons et à continuer à nous occuper de nos enfants. Et même souvent, mais pas toujours, à trouver un nouveau partenaire pour lequel nous puissions être l'objet de son désir, présenter quelque chose de ce petit tas qui puisse causer son désir.
Alors là, c'est pour ça que je vous ai amené mon papier, je vous dis que je me rattrape. C'est que moi, je me rattrape beaucoup dans la partie basse du graphe du désir. J'ai donné au Brésil des conférences où j'avais demandé qu'on imprime ça sur des trucs pour coller à la porte du frigo, en expliquant aux dames que c'était peut-être comme ça qu'elles pourraient comprendre quelque chose à leur couple. Donc, la barrée femme, c'est vrai que ce que vous, les messieurs, vous nous apportez en visant dans notre champ l'objet à cause de notre désir, à condition, et je finirai là-dessus après, que nous visions le phallus dans votre champ, c'est la moindre des choses, mais quand même, il y a une autre flèche qui nous envoie à Est de Grand Tabaret. Alors, c'est quoi cette affaire? Je crois que Médée nous explique comment elle l'a perdu. Et donc, je vous remercie parce que Médée non plus, je ne l'avais pas lu entièrement. C'est grâce à vous, pour vous suivre, je suis partie lire Médée. Médée, un malheur s'est abattu sur moi à l'improviste, m'a brisé l'âme. C'en est fait de moi, j'ai perdu la joie de vivre. Je désire mourir, mes amis. Celui que j'avais mis tout mon bonheur. Je sais que trop, mon époux est devenu le pire des hommes. Je suis seule, sans patrie. Vous parlez de la question de la fonction du nom du Père. Outragé par un homme qui m'a, comme un butin, arraché à une terre barbare, sans mère, sans frère, sans parents, près de qui trouver un mouillage à l'abri de l'infortune. Je crois que c'est ça qui la rend folle. Ô patrie, combien en ce jour je me souviens de toi. Patrie, c'est la même étymologie que pater. Elle n'a rien du côté du nom du Père, et elle lui rappelle que le dragon qui enveloppait la toison d'or, elle l'a tué du coup en trahissant son propre père, et qu'elle a même fait tuer son frère par ses propres filles, tout ça par amour de lui. Il y a quelque chose en commun avec Don José. Pour Don José, bien sûr, en mineur, hein, là en la majeure, c'est que lui aussi a tout détruit. Il n'a plus rien. Je crois que lui aussi avait mis cette femme quelque part en place de grand autre pour lui. La Carmen. Alors, je me dis que elle se retrouve, il n'y avait plus que lui pour tenir le lieu de grand autre barré, et ben, en la quittant, c'est pas seulement en tant que l'homme qui la désire, mais elle a plus d'autres, elle a plus de grand autre. Et ça me fait penser à un truc puéril, mais qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand la mère belle de Blanche-Neige, qui demande toujours au grand hôte de miroir, dis-moi si je suis belle, cet imbécile lui dit, oui, t'es très belle, mais ta fille est plus belle que toi, en quoi elle s'écroule et elle devient un assassin. Elle aussi fait un parricide. Je crois qu'il y a quelque chose là qui doit tenir du côté d'un grand autre pour nous femmes, sinon on ne peut pas jouer ce jeu de la formule de sexuation. Alors, pour finir, je proposerai la chose suivante. Alors, ne pas se retrouver entièrement dans le champ phallique. Comment entendre une jouissance supplémentaire qui serait proprement féminine chez des femmes qui n'ont pas abdiqué de la sexualité pour expérimenter les jouissances inscriptibles de la mystique, car vous rappelez bien qu'il y a aussi la question de l'écriture de la jouissance de la femme mystique. Là encore, ça c'est phallique. Alors, voilà ma dernière page. Je vous propose, mais je ne suis pas sûre de mon fait, mais je propose d'aller le chercher du côté du manque. Et si l'époux est Dieu, comme pour Thérèse, et non un borgne, comme pour Carmen, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui lui manque pour qu'on puisse autant l'aimer. Et vous le signalez d'ailleurs, Lacan nous rappelle qu'il lui manque l'existence. En tout cas, tant qu'une femme mystique, par son extase, ne le fasse pas exister, ce Dieu, il n'existe que grâce à elle. Comment, à notre humble niveau de femme visant l'autre de l'autre sexe, pourrions-nous penser ce supplément? Je me suis demandé s'il ne nous fallait pas penser ce que propose Lacan, tout d'abord dans son champ que vous situez, dans lequel vous situez votre livre, quand il parle de la féminité, en mettant en équivalence la mascarade et le semblant. Je m'explique. Est-ce que pour le commun des hommes, le phallus ne se présente pas plutôt sous sa forme moins fine, c'est-à-dire comme manquant?
C'est-à-dire, pour autant, je laisserai les hommes pervers de côté parce que je crois qu'ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Mais pour les autres, je me demande si en fait, ce monsieur S. Barré qui s'assoit sur Grand-Phi, il s'y assoit parce que nous voyons Grand-Phi dans son champ. Nous, par semblant, par mascarade, nous lui donnons ce Grand-Phi parce que s'il n'est pas pervers, pour moi, il se sent quelque part marqué de la castration. Alors, il y a je vais vous finir par 2 toutes petites vignettes cliniques. Quand mon livre est sorti, j'ai reçu un certain nombre de femmes qui vivaient des crises du milieu de la vie et sont venues me chercher. La première que je citerai est mariée avec un homme mondialement connu. Et cet homme, tout d'un coup, s'amourache d'une élève américaine. Elle est très inquiète. Elle va voir cette élève et l'élève lui dit, les yeux, mais vraiment brillants, « For me, he is God ». Et elle vient, mais vraiment effrayée m'en parler. Je lui dis, mais oui, et c'est que lui, comme il sait qu'il ne l'est pas, il a besoin d'elle pour pouvoir tenir. Et il y a longtemps que, malgré le fait qu'il est si connu, vous ne le regardez plus du tout comme ce God qu'il a besoin de se sentir. Ils sont encore ensemble aujourd'hui, 30 ans après, et je pense qu'il va mourir dans ses bras. Bon. Le deuxième cas est une autre femme qui arrive désespérée parce qu'elle va perdre encore son conjoint. Ils n'étaient pas mariés à l'époque, mais ils vivaient ensemble. Il est parti avec sa maîtresse en lui racontant des bobards. Il fait un acte manqué extraordinaire. Il branche son téléphone. Et elle entend, le téléphone sonne, c'est lui qui dit à la dame « Mais peut-être que toute cette admiration que tu as pour moi est exagérée. Est-ce que je suis aussi génial que tu ne le dis ?» Alors ce monsieur était un écrivain de musique, c'est un métier difficile, hein, et elle une critique de musique. Là. Et bon, nous avons fait en sorte de pouvoir travailler la partie du bas des formules de la sexuation et ils sont restés ensemble. Alors, ils avaient un réfrigérateur. Non, elle n'a pas mis devant. Alors, pour finir, je dirais que comme Jacqueline Schaeffer, je pense que ce qui est très intéressant dans le jeu amoureux, c'est d'accepter que par notre regard, on puisse faire exister, mais pas tout le temps. Parce que moi, je me suis retrouvée comme Jacqueline Schaeffer dans ce film de Sophie Robert, Le phallus ou le néant, qu'elle commence en disant, ça y est, plus les femmes sont faibles et plus les hommes sont forts. Qu'est-ce que c'est que ces psychanalystes qui nous proposent ça? C'est l'horreur. Elles veulent qu'on soit des faiblards. Et votre livre entier est pour montrer que ce n'est pas de ça qu'il s'agit, que nous avons des tonnes de jouissances phalliques, mais nous ne nous réduisons pas à ça, que nous pouvons jouer peut-être autre chose. À un moment donné, ça ne nous empêche ni de présider des associations, ni d'écrire des livres, ni d'avoir du succès. Et à un moment donné, on peut jouer une autre partie, qui est celle du jeu de qui perd gagne, et qui permet au partenaire, lui, de se sentir phallique et en échange de nous offrir son désir. Voilà. Merci. Évidemment, ça donne envie follement de répondre à toutes ces questions et toutes ces propositions. Mais on ne peut pas, nous sommes déjà en retard. Et je passe tout de suite la parole à Paul-Laurent Assoun. Merci. Bon, alors évidemment, il s'agit de la femme. Alors certains des détracteurs de la psychanalyse pourraient dire, les analystes, ils reviennent toujours aux mêmes questions, il faut être plus créatif, etc. Alors voilà, cette question, nous, on a cette conviction que ce livre démontre d'ailleurs que nos questions sont toujours neuves. Donc on se heurte à nouveau à cette spécificité. Et bon, le temps étant compté, je voudrais essayer de dégager, j'aime bien chercher l'essentiel, comme ça, pour essayer de voir vraiment la spécificité de ce livre et pourquoi, évidemment, il faut le lire. Je trouve que par rapport à d'autres de tes livres qui sont plus... alors, rigueur est un maître mot, hein, pour toi, c'est certain. Mais je pense toujours à ce que dit Merleau-Ponty à propos de la philosophie, mais peu importe. Il y a d'autre part le goût de l'évidence, rigueur, et le sens de l'ambiguïté.
Voilà. Et je trouve que ce livre est du côté, il y a de la rigueur, parce qu'on ne se change pas, j'apprécie beaucoup cette qualité, mais il y a aussi le sens de l'ambiguïté. Donc je recommande ce livre dans la mesure où il y a eu des textes très importants, mais un peu plus austères, parce que structuraux. Là, c'est autre chose. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on voit apparaître des figures de femmes. Évidemment, nous les connaissons, ce sont nos préférés. Ève, la Dame courtoise, la Béatrice de Dante, Notre-Dame, la Vierge, Médée, Carmen. Oui, on a fait une journée à l'espace, j'en dirais 2 mots sur Carmen, enfin 2 mots sur Carmen, à travers aussi mon image, très rapidement, puisqu'elle a été évoquée. Et puis Lorraine, effectivement, en 2003, j'avais effectivement présenter la position de Lorraine sur la psychanalyse, il y a un rapport à Freud qui est quand même particulier, parce qu'il y a quand même chez Lorraine ce culte de la jouissance qui est pas tout à fait freudien, mais voilà, tous ces gens recoupent des apports de la psychanalyse, et c'est un point qui me paraît très important. Donc il y a un côté phénoménologique qui se trouve dans ce texte, qui fait que ces figures qui nous sont connues, qui sont un peu nos préférées, sont redécouvertes. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît important. Alors, quel serait l'essentiel à dire, sachant que le temps est compté. Alors, si je n'avais qu'un quart d'heure, et c'est le cas, je dirais que c'est quand même cette notion de singularité qui est absolument essentielle. Hein. Le mot a été bien sûr prononcé, mais tu intitules ton livre « Féminité singulière ». Et je voudrais en dire quelques mots avant de passer aux formules logiques. Ce mot singulier, parce que, alors malheureusement, avant même la logique, il y a cette idée de singularité. Ce que je voulais rappeler, c'est que si on rappelle le signifiant singulier, c'est quand même un signifiant très intéressant. Singulier, c'est ce qui n'est pas le plus réel, certes, mais c'est ce qui est seul, c'est le dictionnaire qui le dit. C'est ce qui est à part. Faisons résonner ces mots du côté de la femme, hein. Ce qui est à part, ce qui est unique. Lacan nous dit bien que les femmes existent singula singulis, qui renvoie d'ailleurs à toute une théorie nominaliste, etc., que je n'ai pas le temps de développer. C'est aussi ce qui est pris isolément. D'où l'idée que la compagne élective de la femme, c'est la solitude. Indépendamment des éléments du groupe auquel il appartient, là où l'homme va plutôt en régiment. Voilà. Hein. D'où les femmes éventuellement essayent de les détacher, c'est la formule de Lacan. Bon. Qui concerne aussi un seul cas, qui s'applique à un seul objet. Tout ça, c'est dans le singulier. Et je pense que dans ton texte, au fond, tu promets et tu promeus surtout cette catégorie de singulier pour... bien sûr, c'est une idée qui est assez acquise, mais qui est développée de façon tout à fait particulière. Voilà. Ce qu'on pose au général, mais aussi au particulier. Car le particulier est indexé au général, le singulier, non. Donc c'est ce qui est unique en son genre. C'est extrêmement curieux d'ailleurs, parce que travaillant parallèlement sur la question du Dieu un dans le judaïsme, c'est très curieux, c'est un Dieu très singulier. Voilà, mais là nous ne parlons pas du Père symbolique, nous parlons de la femme. Voilà. C'est ce qui sort de la norme, qui étonne, qui surprend, qui parfois dérange, qui est rare, remarquable, exceptionnel. Voilà. J'en profite pour dire qu'il y a des hommes qui sont tout à fait dans le féminin. Voilà. Les dandys par exemple sont tout à fait, de ce point de vue-là, dans le féminin. Les exceptions dont parle Freud, ces hommes souvent qui vivent du préjudice. Voilà. Peut-être que moi j'aurais eu tendance, au fond, à faire déborder la question bien sûr, le féminin est dans ton texte, mais voilà, y insister, parce que ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Voilà. Alors, le point très important qui vient du texte, hein, qui se retrouve dans le texte, mais que je voudrais quand même souligner particulièrement, c'est que dans le singulier, dans l'exaltation du singulier, il y a toujours une tendance de pathos existentiel, dont précisément la psychanalyse nous guérit. C'est pour ça que Lacan a besoin d'une logique, parce que sinon on va faire une sorte de pathos existentiel de la femme qui a une singularité ineffable. Or c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ineffable. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est indexée à une structure, elle ne surgit pas de nulle part, et il y a toute une tendance, y compris dans certaines tendances du féminisme, au fond, à exalter cette singularité, ce que tu ne fais pas. Hein. Alors même que tu repères très bien que oui, ça change. Mais enfin, pour moi, c'est une question interabustante. Qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas? Il ne faut pas être misonéiste, mais il y a aussi des philonéistes qui pensent que tout change, alors qu'il y a quand même des choses qui reviennent à la même place. Voilà. Donc, c'est ce point qui me paraît extrêmement important. Quand même, avec Ève, voilà, puisque chacun, on évoque certaines figures, eh bien, avec Ève, c'est extraordinaire ce qui se passe. Enfin,
Dieu crée tous les êtres, et ça va, quoi. Et puis le jour, la nuit, ça va, le cosmos, ça va, les animaux, ça va, hein, ils vont par couple. Dieu se heurte à un os, qui est précisément la question anthropologique, quoi. Hein. Et à ce moment-là, il y a un moment de perplexité, je trouve, de Dieu, du grand un face. Et à ce moment-là, il montre, c'est pas clair trop ce qu'il fait au départ, mais il montre à Adam que voilà, les autres vont ensemble, mais Adam, cet être masculinisé, c'est une motte de terre, quoi, qui n'est absolument pas creusée par le désir. Et c'est à partir du moment où il subit l'opération chirurgicale qu'on sait, c'est pas la côte, hein, c'est le côté, bien que, voilà, certains diront, voilà, alors c'est ça la femme, elle dit qu'un morceau du corps de l'homme, mais pour le coup, os de mes os, chair de ma chair. Bon. Quand même, l'impossible du rapport sexuel, il est pensé là. Bon. Même si, évidemment, le destin après de cette vérité est différent. Voilà. Donc, c'est un point qui me paraît important. La Bible, supposé un texte patriarcal, ce qu'elle est d'un certain point de vue, c'est aussi une extrême pensée de la singularité de la femme, ce qui explique d'ailleurs, enfin ça j'ai beaucoup travaillé, qu'elle va se retrouver avec le désir d'enfant. C'est toujours les femmes qui sont en manque d'enfants qui sont les plus importantes dans la Bible. Donc attention, quand on parle trop vite de modèle patriarcal, la singularité, là, elle est pensée. Bon, elle est pensée. Donc, la femme, bon, ça on sait le développer, ça a été très bien fait. La femme se trouve donc toujours dans cette position d'exister une par une, d'où l'impression en général, tout individu... Merci à tous de couper vos micros, parce qu'on entend des bruits de mastication, c'est un peu désagréable. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, tout sujet est neuf, et dans l'analyse, tout sujet est neuf, mais si je peux dire, la femme, elle est neuve au carré, si je peux dire, puisqu'elle a cette question-là, hein, qui fait qu'à partir de ce moment-là, oui, le patou, mais comment dire, je voudrais qu'on ne récite pas ces notions, hein, simplement le patou, etc. Il ne faut pas qu'on exalte ce côté ineffable, au contraire. C'est ce qui explique d'ailleurs que les deux, d'une certaine manière, les deux volets de ton travail se complètent. J'y insiste. Donc je recommande de lire ce livre sur le versant de la singularité comme plutôt complément, non pas ça, comme supplément. Voilà. Donc une seconde sur Carmen. Hein. Voilà, chacun c'est un peu ses préférés. J'ai parlé d'Ève. Carmen, c'est extraordinaire. D'abord, elle travaille dans une fabrique de tabac. Bon. Donc la fumée, elle sait ce que c'est. Elle voit aussi que l'homme est quand même dans cette position. L'homme ne fait qu'apercevoir la vraie femme à travers le rideau de fumée, son ivresse phallique. Voilà, c'est évident, c'est toujours comme ça. Quant à l'autre jouissance, il y voit du feu. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle surgit chez Bizet. On la voit sortir, n'est-ce pas, une ouvrière, elle a une horde d'hommes qui lui courent après. Toutes les jeunes femmes sont dans cette position. Hein. Comment entre les 36 les choisir? Elle les choisit tous. Hein. C'est toute la question, ça va beaucoup sur la question du premier venu, qui peut jouer un rôle extrêmement important pour les femmes, notamment qu'elles sont en crise conjugale ou phallique, et c'est vraiment une catégorie. Il y a un texte d'Adamov, qui est une sorte de Ionesco qu'on ne lit plus, il y a un premier venu qui n'a jamais de nom. Et bon, j'essaie d'en faire une logique. Il y a le père, il y a le mari, et puis il y a le premier venu qui est... Ça ne veut pas dire que la femme est dissipée, ça veut dire qu'il joue un rôle. Je voudrais le promouvoir en catégorie, parce que vous êtes énormément chez des patients dont on ne comprend pas pourquoi elles ne sont pas avoir un très bon goût, alors que... Bon, enfin, c'est une parenthèse, je peux être ici qu'allusif, parce que c'est une question extrêmement intéressante qui fait... Alors, c'est la liberté de la femme, il ne faut pas exagérer, c'est aussi cette contrainte. Il y a le grand un, évidemment, qui est le père, mais il y a aussi ce neutre, enfin bon. Donc, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'elle dit à cette horde de jeunes gens qui est là? Vous parlez d'aimer, mais qu'est-ce que c'est? D'abord, comment c'est aimer, baiser, ça n'a rien à voir. Mais au nom de l'amour, la jouissance qu'on descend au désir, voilà. Et elle pose cette question. Elle a la réputation d'être légère, mais ce qu'elle ne prend pas du tout à la légère, Carmen, c'est cette question qu'elle adresse. Alors, malheureusement pour Don José, elle le repère comme celui qui, parmi tous, Ovide dit Ovide est un auteur immense. J'en profite pour le dire, lisez les Métamorphoses, vous verrez tout ce qu'il apporte, avec ses 265 mythes, là, dont Narcisse, d'ailleurs, c'est lui qui l'a inventé. Bon, et effectivement, ce moment où il y a cette fille qui ne peut aimer que son père, qui ne veut coucher qu'avec son père, entre tous,
choisissant un, pourvu que ce ne soit pas celui-là. Je ne vais pas vous le dire en latin, mais c'est parfaitement dit structurellement. In omnibus. Voilà. Bon, c'est ça, c'est qu'elle cherche la mort, mais elle cherche aussi un homme. Elle le désigne, elle le repère. Et à partir de là, il est désigné comme celui qui est au fond son préféré. Mais elle se donnera lui dans la mort. Alors bien sûr, on peut dire, quand on avait discuté ça, certains disaient, mais c'est ça, alors les hommes sont possessifs, c'est pour ça qu'ils tuent les femmes. Bon, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, et si je t'aime, prends garde à toi. Voilà. Bizet nous dit d'ailleurs, dans la suite de Mérimée, que c'est jamais plus de 6 mois. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Donc, c'est pas Médée, elle n'a pas la dimension de Médée, mais au fond, c'est la lointaine cousine sévillane, en un sens moins cruel, mais elle n'est pas mère, elle reste femme. Enfin, il y a énormément de choses à dire. Et puis sur le devenir du mythe, de Mérimée à Bizet, même jusqu'à Pierre-Louis. Bon, bref, tout ça c'est extrêmement intéressant. J'en profite pour dire, et ton livre le démontre, à quel point la littérature est ici importante. Parce que comme dit Freud, on repère, le grand auteur repère à l'intérieur de sa signification endopsychique de sa proposition, voilà, ces éléments qui sont absolument essentiels. Voilà. C'est l'héroïne du semblant. Juste, je voudrais encore citer ça. Vous connaissez ce passage, mais il me semble que ton texte permet de le entendre. Vous savez, à propos de l'hystérique, formation de l'inconscient, c'est pas la peine que vous ouvriez mon corsage, parce que vous n'y trouveriez pas le phallus. Mais si je porte ma main à mon corsage, sous-entendu geste évidemment de séduction, c'est pour vous désigner derrière mon corsage le phallus, c'est-à-dire le signifiant du désir. Texte très important qui montre qu'on ne gagne rien à définir l'hystérie comme une allumeuse. Voilà. Ou encore, derrière la chemisette, n'y allez surtout pas voir, parce que bien entendu il n'y a rien que le signifiant, mais ajoute Lacan, c'est pas rien justement que le signifiant du désir. Il me semble que c'est ce point. Moi, c'est comme ça que je relirai toute la question de la singularité. Voilà. C'est ce quelque chose qui est mis en place. Alors bien sûr, je m'arrête là, mais c'est aussi toute la question aussi de la... d'une part quand même, la question de Thérèse d'Avila, qui est quand même, semble-t-il, a eu une adolescence, première partie de sa vie, extrêmement dissipée, qui ensuite a réalisé que l'homme, avec ce mot phallique qu'est l'homme, ça pèse pas par rapport à Dieu, quoi, et qui ensuite finit par les fondations. Je te rejoins tout à fait. Donc c'est ce point qui est extrêmement important. Mais aussi, et ça c'est un point intéressant, quand même tu repères bien, il me semble que ça c'est vraiment innovant dans l'exégèse de Lady Chatterley, c'est 3 temps. Où dans un premier temps, oui, je l'avais effectivement repéré, mais toi tu ne peux rien dire, c'est-à-dire ce premier temps où vraiment c'est une brute phallique, voilà, c'est... et puis ce métayer là, vraiment crotté, quoi. Et puis dans un deuxième temps, n'est-ce pas, il y a du sentiment qui intervient, et dans un troisième temps, c'est quand même un type qui apprend sous l'effet de Lady Chatterley. Tu décris très bien qu'elle est d'une passivité extrême, et la femme, on le sait, domine par cette passivité feinte, et à la fin, ça devient un expert en jouissance. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie. Quel plaisir, vraiment qu'on regrette. Alors, oui, je vais essayer de faire un petit point, évidemment, au-delà de ce qui se situe dans le livre, parce que l'actualité du débat sur la féminité résonne en s'aiguisant sur tel ou tel point, donc c'est très intéressant, je trouve, d'en parler aujourd'hui. Alors, au sein de ce débat à propos de l'évolution de la pensée du féminin, un certain suspens existe aujourd'hui où on pourrait dire que la psychanalyse n'est plus attendue. Le siècle qui a rassemblé les femmes et les hommes comme sujet de parole dans les discours, en une expérience qui s'avère tout à fait féconde, qui a ouvert l'accès de leur réalisation dans tous les domaines, a objecté à la pensée du féminin déployée dans l'ensemble par le mouvement psychanalytique, au siècle dernier, mais depuis encore. Épelant entièrement le féminin dans la grammaire phallique comme s'il se résumait à cette loi du discours, Freud a révélé un puissant ressort de l'inconscient, des sujets comme du politique qui définissaient le féminin comme en défaut au regard d'un masculin en excès. Ce constat a suscité une objection massive.
L'évolution actuelle de nos sociétés a tenu compte de cette objection en ce qui concerne la sexualité, la sexuation, le rapport sexuel, le rapport des sexes. Elle a remis en question cette grammaire phallique, tout le monde l'a remarqué, cette grammaire exclusive et universelle des discours et des lois qui distribuaient entre hommes et femmes le moins et le plus, le sujet et l'objet comme des constantes universelles. Il s'est produit depuis une extension massive du sujet des discours, celui de la parole, qui est le seul universel désormais admis dans les deux sexes. Maintenant qu'a été relativisée ou récusée la loi sexuelle, celle que Lacan appelait une fiction mâle simplette, qui prescrivait ce qu'est l'homme, ce qu'est la femme et leur rapport, eh bien toute nouvelle élaboration universelle d'une sexuation est désormais refusée. Or, ce fut d'abord le propos de l'élaboration par Lacan de la pensée du féminin que de refuser cet universel prescrit, celui du féminin comme celui du rapport, en faisant remarquer, en soulignant que cette femme-là, universelle, n'existe pas et qu'il ne s'agit pas d'un rapport sexuel, contrairement à la façon dont il est présenté, notamment d'un rapport de deux sexes, parce qu'il s'agit d'autre chose. Il énonçait par exemple en 1974 cette phrase qu'on ne répète pas assez, qui est pourtant fondamentale et fondatrice pour nous: il y a des normes sociales faute de toute norme sexuelle. Voilà ce que dit Freud, disait Lacan. Cette phrase pleine de conséquences qui exclut non seulement que la psychanalyse se dise et se donne une norme sexuelle, mais même qu'il puisse en exister une, eh bien la norme ainsi prescrite n'étant que sociale alors qu'on l'oublie souvent. Nombre de psychanalystes connaissent et approuvent ce fondement de notre discipline, mais curieusement, il n'a pas beaucoup ce fondement fait son chemin, pas autant qu'il l'aurait pu. Et ce sont des courants de pensée extérieurs à la psychanalyse qui ont fait connaître au grand public ce constat. Le dialogue avec certains d'entre eux, de ce fait, est pour nous intéressant et important, même si à partir de quelques constats que nous partageons, ils parviennent à de toute autre conclusion sur ce qu'il y a lieu d'en penser. Il ne peut y avoir en effet aucune norme sexuelle en psychanalyse, ni lieu d'en élaborer de nouvelles, mais ni même de considérer certaines élaborations existantes comme des normes. Il n'est pas rare, par exemple, nous en avons beaucoup parlé, que certains considèrent, pour l'adopter ou bien pour le critiquer, que les deux logiques sexuées que Lacan a décrites constituent de nouvelles normes sexuelles entre les deux sexes, sur un mode universel, comme un binaire, comme on dit actuellement. Et que ce serait alors une façon plus moderne que ne l'a fait longtemps la vieille loi sexuelle de la fonction phallique, d'instaurer un universel, qui reviendrait en somme par la fenêtre, là où il a été mis à la porte. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur à mon sens, c'est une erreur qui n'a pas lieu d'être, même si la frontière est parfois très difficile à trouver et à penser. Dans cette logique, une féminité ne peut être décidée et construite qu'une par une, hors discours, sans fonder aucune norme, puisqu'elle consiste à ajouter dans un amour ce tressage à l'aide d'un tiers-terme, ce supplément de jouissance à la jouissance phallique du partenaire et à celle qu'elle-même déploie par ailleurs, comme on l'a largement souligné tout à l'heure. Et ça ne peut être que sur un mode propre à chacune, puisqu'il dépend chaque fois de ce qui est rencontré chez l'autre, qui est contingent et qui s'invente donc avec lui, chaque fois. On peut objecter, mais puisque c'est le fait des femmes de procéder ainsi, c'est là encore une définition universelle de la féminité qui ne dit pas son nom, qui serait laissée encore une fois hors discours, comme elle l'a toujours été. Eh bien non, parce que si cette logique est le plus souvent le fait des femmes, elle peut aussi bien, ça a été dit à l'instant, être le fait d'un homme, soit qu'il vienne à partager celle d'une femme, soit qu'il en fasse son acte propre. Même si elle est adoptée de manière préférentielle par un sexe, c'est avant tout une logique, et comme telle, elle ne saurait être réservée aux femmes. Elle se partage et elle se construit à deux. Il n'y a donc pas lieu de faire de ces logiques une norme, que ce soit pour la critiquer encore une fois ou pour la soutenir. Elles ne sont pas écrites pour reconduire ce 2 de la loi sexuelle, qui d'ailleurs n'a jamais été un 2, on le sait, mais un 1 plus quelque chose,
La logique toute phallique du discours qui était prescrite aux hommes est devenue universelle en un nouveau sens, puisque désormais elle est ouverte par choix à tous et à toutes, partiellement ou exclusivement, et celle qui est hors discours, et pas toute phallique, n'est pas non plus sexuelle comme telle, et elle peut être adoptée, elle est adoptée par choix, plus encore que dans le passé, et non par prescription. Elle ne fonde aucune règle, elle comporte des issues d'ailleurs hors de la névrose, c'est-à-dire cette névrose qui relève elle aussi de la norme mâle, de la fiction simplette. Ces logiques qui ont longtemps été construites et attribuées chacune à un sexe sont maintenant détachées peu à peu, mais de façon très sensible et à une vaste échelle, de leur ancrage naturaliste, pour peu qu'on s'en serve. Elles sont si peu naturelles et si peu assignées désormais que chacun peut s'en servir sur le mode qui lui convient. À partir du moment que nous vivons, où cette jouissance de l'acte de parole et de ses conséquences a été restituée aux femmes, eh bien différents mouvements possibles se dessinent. Pour certains, être sujet du discours suffit désormais. Nombre de mouvements de pensée féministes ou d'études de genre défendent cette position, la différence de corps à corps étant la seule reconnue pour laisser toute latitude aux inventions du sexe. Seul donc est dans ce cadre admis, ce que faisait Foucault, l'enfant pervers polymorphe de Freud, avant, je cite, qu'il ne s'égare dans l'Oedipe. En somme, après la toute sexuation qu'a longuement connue le monde, sexuation dans le discours, qu'a longuement connu le monde, le rien de sexuation est là maintenant revendiqué. Et certains de ces raisonnements, par exemple, considèrent que pour refuser véritablement et valablement la grammaire phallique qui définissait entièrement la femme dans la loi du discours, eh bien, il y a lieu simplement de refuser d'être une femme. Depuis le tout révolu, on considère qu'il y a lieu de passer au rien, quitte à rester ainsi d'ailleurs dans le même système logique, avancé comme une stratégie possible du féminisme et proposé d'ailleurs comme telle à la psychanalyse. De façon bien sûr provocante, mais c'est un dialogue tout à fait intéressant, si tant est que c'en soit un. Ces appels et ces points de vue sont provocants mais intéressants et il est très important, je trouve, pour nous de les aborder, de les discuter et de situer précisément quels sont les constats que nous partageons avec eux et les points à partir desquels nos conclusions divergent. Une autre possibilité, si l'on suit le fil de la lettre lacanienne, en le prolongeant, eh bien, nous arrivons à des propositions certes très différentes. On constate un décalage dissymétrique qui regroupe en un pôle l'universel du sujet du discours, maintenant accessible aux deux sexes, réellement, selon la décision de chacun, avec son fantasme, sa névrose comme norme mâle, sa fonction paternelle mythique, sa castration unilatérale. En un autre pôle, unaire ou singulier, accessible aux deux sexes lui aussi, évidemment par choix, on en termine avec ce père mythique. Ce sont deux pôles logiques, bien sûr. On en termine avec ce père mythique et on affronte le manque du rapport entre les sexes sans lui. Depuis ce sujet du discours, maintenant largement accessible aux femmes, elles peuvent réellement, si elles le désirent, rester dans la logique du tout phallique, en s'y identifiant diversement d'ailleurs, et s'y déployer, ou bien, en supplément de leur jouissance phallique déployée dans le discours, elles peuvent choisir, ce qu'on disait tout à l'heure, un acte qui s'en excepte et qui participe d'une logique pas toute phallique, ouvrant à cette autre jouissance déployée à deux, où l'on peut mesurer, pour peu qu'on s'y penche, pourquoi Lacan pouvait remarquer, une fois n'est pas coutume, que contrairement à ce qui se dit, ce sont plutôt les femmes qui possèdent les hommes, donc hors du discours. La pensée qui est soutenue dans Féminité singulière, donc, ne remarque pas seulement qu'il n'y a pas à avoir là une norme sexuelle, ce sont des logiques. Il n'y a donc là rien de sexuel. Si elles ont été construites en attribution universelle à chaque sexe pendant longtemps, elles se détachent de plus en plus de leur support sexuel pour faire l'objet d'un choix singulier qui ne dépend qu'en partie du sexe anatomique. Et beaucoup de psychanalystes, lacaniens notamment, savent que s'il n'y a pas de normes sexuelles, eh bien,
c'est que les jouissances des deux sexes ne s'articulent pas entre elles, ne forment pas un rapport. Ce pourquoi toute autre chose s'y est substituée, qui a fonctionné comme norme sociale pour tenir lieu de normes sexuées, ce qui à son tour d'ailleurs s'est opposé à un rapport de deux, augmentant l'écart. La loi sexuelle, avec sa grammaire phallique, celui qui est ce qui a et qui a ce qui est, eh bien, fut une substitution majeure au rapport sexuel qui manque, mais elle accroît encore l'écart entre les sexes, et notamment par la hiérarchisation qui a fonctionné comme sens, puisque la hiérarchie est en effet le gîte originel du sens, Lacan le souligne. La jouissance phallique, donc, soutient un sujet qui ne la commande pas, ce pourquoi, bien qu'elle soit éminemment corporelle et même orgastique, elle est dite hors corps, sa commande est ailleurs. De ce fait, on a eu recours à un agent pour la commander, Dieu, puis le Père. Et le propos suivant, d'ailleurs actuel, du pape, de notre pape actuel, en un sens, ne dit pas autre chose. Il dit, le plaisir arrive directement de Dieu, il n'est ni catholique, ni chrétien, ni autre chose, il est simplement divin. C'est un propos lacanien. Le Père est en effet l'agent qui a permis de substituer au rapport absent de deux sexes le rapport du un avec son objet comme part de lui. Mais la croyance en une distribution divine de cette commande phallique est désormais restreinte, on le sait. Et dès le début du siècle dernier, avec la psychanalyse naissante, certains pressentaient déjà la responsabilité du phallus dans ce mur du non-rapport où vient buter la jouissance sexuelle. Par exemple, l'écrivain David Herbert Lawrence, dont nous parlions à l'instant avec Paul Laurent, pourtant enclin au départ, on le sait, au culte antique du phallus, raison pour laquelle il a été violemment décrié par le féminisme d'alors. Mais il n'en est pas resté là, c'est pourquoi j'articule cette étude sur Lady Chatterley, qui est son dernier grand roman. Il n'en est pas resté là. Plus près de nous, le minutieux... Extrémiste. Ah, mais c'est même son... Juste avant sa mort. C'est même son ouvrage posthume, si on peut dire. C'est-à-dire, il se savait sur le point de mourir lorsqu'il a terminé la 3e version. Le minutieux Pierre Michon, plus près de nous, parlait d'un couperet géant sur la petite conjonction des deux sexes. C'est très joliment dit. On entend mal cette pensée qui pourtant traverse avec insistance l'interrogation psychanalytique de ce siècle. Et une pensée psychanalytique ne peut s'énoncer qu'en logique pas toute, qui est complexe à saisir et plus encore à transmettre, et en outre qui est peu efficace, on le sait, politiquement. Face à ce couperet, et je conclus, qui ne permet pas de définir un rapport de deux jouissances, mais seulement la limite qui s'impose, ce qui n'est pas un rapport. Une féminité s'oriente, s'invente. Donc, certes, une femme a encore le loisir de tromper parfois son homme avec Dieu, ou bien de s'adresser à lui directement comme Thérèse plutôt qu'à ses saints. Mais désormais, plus souvent, elle tente de nouer deux à deux ce manque de l'autre avec l'objet qu'elle y offre, celui qu'elle se fait, en tiers terme. Et ce nouage même, qui parvient parfois à surmonter l'obstacle, constitue sa jouissance propre, hors discours, mais non hors corps. Elle est cette jouissance hors langage des corps qui habitent le langage, d'où elle intervient sur le discours depuis son dehors, en y injectant parfois un petit peu d'hétéros. Ces logiques de jouissance se répartissent ainsi, la jouissance phallique étant de l'une et exclusive, ou bien de l'autre et non exclusive. L'une est universelle au cœur du langage, mais hors corps, l'autre inclut le corps, mais se construit hors langage, de façon singulière. Vous voyez qu'il y a là un ensemble logique et topologique complexe, accessible à tous, qui n'est donc pas véritablement sexuel et qui ne peut pas être conçu comme un binarisme sexuel, tel qu'on le lui reproche actuellement. Là où les sexes sont rassemblés comme sujet de discours, ils sont exclus du rapport sexuel. Hors de cette universelle du discours, deux d'entre eux parviennent parfois à instaurer une jouissance autre qui les noue ensemble, entre deux inconscients et entre deux symptômes. Eh bien, une féminité qui s'invente y est alors décisive pour trouver le nouage possible. Je vous remercie.